Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Là, on est en train de rentrer dans le cœur de la Haute-Durance. On est en train d'entrer dans un paysage de haute montagne. Le voyage commence à 2300 mètres d'altitude. Cécile Miramont est une jeune géographe. Ce matin, elle survole toute la vallée de la Durance. Donc là, on est vraiment aux sources de la Durance. On est proche de la frontière italienne, proche de Montgenèvre. On arrive au niveau des plus hauts sommets. Ce survol de 324 km se déroule en 3 étapes. D'abord, dans les Alpes, entre Briançon et Sisteron. Puis la Durance traverse la Haute-Provence jusqu'à Mirabeau. Enfin, la Basse-Provence, où la rivière se jette dans le Rhône au niveau d'Avignon. L'avion de Cécile arrive maintenant sur Briançon. On voit encore le dernier glacier de la Durance, c'est le glacier blanc. À plusieurs reprises, les glaciers ont envahi la vallée de la Durance et ont contribué à élargir son cours et à façonner les paysages. La Haute-Durance, c'est le pays des glaciers. Il y a plusieurs millions d'années, ils ont taillé une route naturelle entre les Alpes et la Méditerranée. Alors en Haute-Durance, c'est l'endroit où la Durance est encore sauvage, impétueuse, tumultueuse, capricieuse. On parle de lit en tresse et c'est une forme très particulière qui caractérise les rivières de montagne et aussi des rivières qui connaissent des crues très fréquentes. Et c'est le cas de la Durance. Nourrie par la fonte des neiges et les nombreux torrents des Alpes, la Durance a toujours été redoutée pour la violence de ses crues. C'est une rivière qui est très puissante, on le voit à la végétation qui a été arrachée par les dernières crues. Chaque année, le lit de la Durance change complètement de forme. Les chenaux se déplacent. Si on venait se balader ici l'année prochaine, on aurait pas du tout la même vision de la rivière. Hein. Ah, c'est magnifique, ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, ici, on voit le débouché de la Durance sauvage. Elle vient se jeter dans le lac de Serponton, le plus grand barrage d'Europe. Il a fallu attendre 1961 pour dompter la Durance et donner à ces massifs un petit air de Riviera.
Aujourd'hui, le lac de Serre-Ponçon s'étend sur plus de 28 km². Le barrage de Serre-Ponçon, c'est vraiment comme une mer intérieure dans la vallée de la Durance. C'est devenu, à partir des années 60, le château d'eau de la Provence. C'est vraiment une richesse extraordinaire pour la région. Le barrage de Serre-Ponçon fournit 75% des ressources en eau de la Provence. Le barrage a été construit en 5 ans et il a mis 1 an et demi pour être rempli. Il y avait des villages, en particulier le village d'Ubaye, le village de Savines, qui ont été détruits lors de la mise en eau du barrage. Au milieu du lac, la chapelle Saint-Michel devait elle aussi être détruite. Sa position surélevée l'a finalement sauvée. À travers les paysages de la vallée de la Durance, on arrive à retrouver l'histoire de la vallée et de la région. C'était vraiment un axe de communication majeur, ça l'est toujours finalement. La Durance a toujours été l'une des principales voies de pénétration des Alpes. Au Moyen-Âge, elle est sous le contrôle de nombreuses forteresses. Sisteron, détecteur du tambour, on arrive à la ville de Sisteron. L'avion atteint maintenant la deuxième partie du parcours. Voici Sisteron, dominée par sa citadelle. Bâtie au XIIIe siècle, elle gardait la frontière entre Provence et Dauphiné. Sisteron, c'est la porte de la Provence et c'est une transition, une barrière climatique. On parle de porte de la Provence puisqu'on change vraiment d'environnement, on sort des Alpes et on va rentrer dans la Provence plus méridionale, un climat beaucoup moins froid. Sisteron, c'est la limite de l'Olivier par exemple. En Provence, le paysage change radicalement. Les montagnes s'écartent et des plaines de plus en plus vastes les remplacent. Avant Serre-Ponçon, et en particulier au XIXe siècle, les crues de la rivière dépassaient le niveau des maisons. Tous les champs qui sont sur notre gauche faisaient partie de la rivière. Avant d'être domestiquée, la Durance pouvait mesurer jusqu'à 2 km de large. Seuls les villages perchés échappaient aux crues dévastatrices. Donc là, on change complètement de paysage. Là, on arrive en vue du plateau de Valençol. La Durance n'a pas toujours coulé au fond de sa vallée. Il y a 2 millions d'années, elle circulait ici, à 500 mètres d'altitude, sur le plateau de Valençol. Toutes ces montagnes sont formées d'une accumulation de galets, et ce sont les galets de la Durance et de ses affluents. C'est l'ancien, très vieux lit de la Durance. Au fil des siècles, les galets se sont érodés pour créer d'étranges sculptures. On les appelle les pénitents d'Aimée. On parle des pénitents d'Aimée puisque la légende dit que ce sont des moines qui auraient été pétrifiés
changé en statue de pierre pour avoir regardé d'un œil un peu trop concupiscent des jeunes filles qui étaient sur le point de prendre le bac qui devait les amener jusqu'à Arles. Cécile atteint maintenant la dernière partie de son voyage. Donc là, on arrive au niveau de la cluse de Mirabeau. Ce qu'on voit très bien dans le paysage, donc c'est un resserrement de la vallée au niveau de la cluse. Donc c'est une autre porte de la Durance. Et là, on quitte le cours moyen de Senlis pour rentrer réellement en Basse-Provence. À droite, on voit les collines du Luberon et cette fois-ci, la Durance va longer ces collines en direction du Rhône. La rivière va tourner vers l'ouest pour se diriger vers Avignon. Il y a 20 000 ans, la Durance allait se jeter directement en Méditerranée. C'était alors un fleuve. Un cours d'eau qui se jette dans la mer, c'est un fleuve. Et la Durance a changé de cours et de fleuve, elle est devenue rivière pour rejoindre le Rhône au niveau d'Avignon. Retour dans les Hautes-Alpes, aux sources de la Durance. Après 8 km de course, la Durance n'est qu'un petit ruisseau lorsqu'elle rejoint son premier affluent. Une rivière beaucoup plus grosse qu'elle. Cette rivière, c'est la Clarée. D'abord torrent de montagne, elle descend en cascade depuis le massif des Cerces. Elle serpente au milieu de la vallée, classée site naturel d'exception. Puis la Clarée traverse Névache. Ce village doit sa renaissance à une poignée de passionnés. Parmi eux, Claude Deval. Il est gardien de refuge. Bonjour Léo. Claude se fournit uniquement chez les producteurs locaux. Ça va Jacques? Bien le bonjour. Je crois que c'était tout montagne qui t'a demandé, je crois. Hein, merveilleux. Merci. Au refuge, on fait entre autres des citrons au miel. Donc c'est forcément des citrons au miel, des citrons pressés au miel de Névache. Donc, puisque le citron, lui, peut pas être local, le miel, au moins, il est local. Ça, moi, je crois que c'est la base. Bonne journée. Pour rentrer à son refuge, Claude emprunte une des plus belles vallées de France. Là, on entre dans la haute vallée de la Clarée. Il n'y a aucun aménagement. Il n'y a même pas une ligne électrique. Il n'y a que des hameaux d'alpage absolument magnifiques. C'est brut de nature, comme on dit. Ouais, Aude, tu peux demander à Nadette s'il faut quelque chose à la maison, stop. Un petit coup de fil au refuge pour s'assurer de ne rien avoir oublié. À toutes. Allez, ciao. Car l'ascension vers la Haute-Clarée est une véritable expédition que Claude fait en quad. Minutes sont nécessaires pour atteindre le refuge. Ce sentier est celui qu'utilisaient autrefois les gens de Névache pour monter en haute vallée, rejoindre leurs alpages.
Il y a 20 ans, Claude a transformé cet ancien hameau d'Estive en petit paradis. Paradis, vous dites où? Je sais pas, j'y suis jamais allé, mais pareil que ça ressemble. Le vallon de Buffer surplombe le village de Nevache à 2100 mètres d'altitude. 10 années ont été nécessaires pour remonter ces chalets d'alpage. Traversé par les torrents de la Clarée, le refuge de Claude est devenu le point de rencontre de tous les randonneurs du GR5. En restaurant cet ancien village d'altitude, Claude perpétue une longue tradition. C'est en famille que les villageois montaient en Haute-Clarée pour exploiter la terre. Jusqu'au début du XXe siècle, ces chalets d'alpage étaient un élément clé de l'économie agro-pastorale. C'était aussi un véritable mode de vie. Tout l'été, il y avait les anciens, il y avait les enfants, il y avait les parents, évidemment, tout le monde travaillait, les gens fauchaient, les gens cultivaient, il y avait des bêtes. C'était cette vie agricole et pastorale de mi-juin jusqu'à fin octobre, quoi. C'est sans doute grâce à eux que la vallée est aujourd'hui dans cet état-là. Quelque part, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau qu'ils nous ont fait. Un autre habitué de la vallée partage cet héritage. Robert est berger. Chaque été, il fait paître son troupeau sur le vallon de Buffer. Coucou Robert, ça va? Robert est le voisin de Claude et de sa femme Nadette. Devant sa cabane, le berger cultive un petit potager. Regarde, tiens. C'est 2000 mètres. Oh t'as vu ce radis? 2000 mètres. Attends, mais c'est... Tiens, regarde. Wow, super. Mais attends, avec 2 radis, t'as fait ton repas? Ah oui, un radis, t'en as fait. Incroyable. C'est un ancien parc, là. Ouais. Alors, quand on pioche, il y a ça de fumier, quoi. C'est la terre des anciens. Voilà, c'est le travail des anciens. Quasiment abandonnée au début du XXe siècle, la vallée de la Clarée a bien failli s'éteindre. En 1975, Nevache ne comptait plus que 170 habitants. C'est à partir de la guerre de 14-18. Ça a vidé toutes les campagnes. Les gens ils sont tous morts à la guerre. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée. Alors évidemment, quand il n'y a plus les bras, il n'y a plus rien. Hein. Avec les intempéries, avec la neige, avec ça s'est plus entretenu, les chalets tombent. Et bon, nous, on est contents de là de pouvoir refaire vivre un peu ce hameau d'alpage. Bon, là, en plus, Robert, c'est un berger qui suit vraiment son troupeau toute la journée. Et du coup, le troupeau pâture bien, donc ça fait un bel alpage. Moi, tant que je pourrais courir, je crois que j'y viendrai. Hein. Grâce au refuge, le vallon de Buffer retrouve aujourd'hui son dynamisme. Et ce succès, Claude et Nadette ont décidé de l'étendre à tout le territoire. À la frontière entre Clarée, Savoie et Italie, Nadette et Claude ont créé une association. Elle réunit des gardiens de refuge français et italiens. Une fois par an, tous se retrouvent pour vérifier l'état des sentiers de randonnée autour du Mont Tabor. Alors là, on est au-dessus de la vallée de la Clarée. On a des alpages hyper verdoyants, avec encore des petits lacs suspendus. On a des sentiers balcons, on a ce passage de col. Et là, on est sur le trait d'union entre la Clarée, le village de Nevache, et la vallée étroite, avec les 2 petits refuges de notre compagnie. J'adore ce paysage, par sa multiplicité et sa variété. Sur le sentier, les gardiens de refuge croisent des monolithes impressionnants. Si chiama Signorina col cappello.
E praticamente sono due pietre che sono erose dall'acqua e le pietre che sono sopra che fanno il cappello. La demoiselle coiffée. Tutto capito? Sì. Ces colonnes de roches friables ont su résister à l'érosion. La vallée de la Durance recèle un grand nombre de demoiselles coiffées. À mesure que le sol s'érode et s'abaisse autour d'elle, la colonne émerge, protégée par sa coiffe. Les plus vieilles ont près de 20 000 ans et il s'en forme de nouvelles encore aujourd'hui. Après 4 heures de marche, nos gardiens de refuge arrivent au bord du lac des Tures, à 2200 mètres d'altitude. On fait ces randonnées-là tous ensemble pour être sûr de ce que l'on propose, pour être sûr de ne pas mettre le randonneur dans un mauvais plan. Parce que notre principal boulot, c'est de les renseigner. Donc si on n'a pas fait la balade, on ne sait pas ce qui se passe, comment ça passe. Et voilà, donc au plus on connaît le massif, au mieux c'est. Surtout pour les délais, et entre chaque refuge, entre chaque sommet, la quantité de dénivelé qu'il y a. Et voilà. Comprenez pourquoi j'aime? Parce que c'est trop beau, quoi, franchement. Ce sont des moments de plénitude. Le site offre un point de vue unique sur le mont Tabor, l'un des plus beaux belvédères des Alpes. Le mont Tabor a longtemps marqué la frontière entre la France et l'Italie. De l'autre côté du col des Tures, les gardiens de refuge atteignent la vallée étroite. Longtemps italien, ce territoire a été rattaché à la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'y a plus de France-Italie, c'est un groupe, un pays qu'on appelle, nous, le pays du Tabor. Et voilà, c'est beau, oui. Les Granges forment un hameau peuplé exclusivement de familles italiennes. Depuis 1947, ce village est devenu français sur le plan administratif. Mais son cœur, lui, est resté italien. La journée des gardiens se termine au refuge Terzo Alpini. Riccardo, son propriétaire, a le statut de résident français. Mais sa spécialité, c'est la polenta. Les Français, la plupart, ils arrivent, ils disent, mais on est bien en Italie, là. Mais non. Mais c'est sûr, hein, même si on est en France, le refuge, la tradition italienne. Alors, le gardien, vous êtes prêt pour la polenta? Super, la polenta. Bravo. Ah bon. À bloc. Vallée étroite, Clarée, Durance. Dans ces pays, les routes d'école ont toujours favorisé les échanges entre France et Italie. Des sociétés singulières s'y sont développées. Chacune de ces vallées a su garder ses propres caractéristiques. Mais elles partagent une histoire commune. Véritable joyau du département des Hautes-Alpes, les lacs d'altitude ont été naturellement creusés par l'avancée des glaciers.
La présence de poissons dans ces lacs est uniquement due à l'homme. Nous sommes à la pisciculture de la Roche de Rame. Ce matin, une opération d'alvinage se prépare. Dans quelques heures, ces petits poissons iront peupler les lacs d'altitude de la Clarée. Biologiste, David Doussande supervise l'opération. Truite arc-en-ciel, voilà, qui est né donc à la pisciculture et qui a un âge de 6 mois. C'est le grand jour pour ces poissons puisqu'ils sont entièrement issus d'élevage. Et puis là, enfin, ils vont être lâchés dans des milieux sauvages. Pour que ces poissons arrivent en forme, les pêcheurs ont sorti le grand jeu. C'est par les airs que les alevins vont atteindre les lacs situés entre 1800 mètres et 2800 mètres d'altitude. C'est le moyen le plus pratique qu'on a trouvé, de toute façon, l'hélico. Il y a quelques années, ces alevinages se faisaient à dos d'homme. Voilà, donc une trentaine de lacs dans le département. Là, aujourd'hui, sur une seule et même journée, on alvine 30 lacs. Voilà. On est parti? Allez, go. L'alvinage des lacs d'altitude s'inscrit dans une longue tradition. Déjà, en 1500, l'empereur Maximilien Ier y voit le moyen de lutter contre la faim en montagne. Chaque été, les hommes de la Clarée montaient leurs alevins pour les introduire près de leurs alpages. Historiquement, c'était un intérêt alimentaire. On lâchait des poissons pour pouvoir les consommer, alors notamment toutes les populations qui vivaient en altitude, et plus particulièrement les bergers, qui trouvaient là une source de protéines facile et abondante. Depuis les années 1970, cette pratique perdure, mais cette fois-ci dans un intérêt plutôt halieutique. Les lacs sur lesquels on va se déplacer, là, sont des lacs qui sont vraiment très très connus des pêcheurs. Pendant que l'hélicoptère poursuit sa tournée, les bénévoles relâchent avec précaution les alevins. Car les petits poissons craignent le choc thermique. Chaque lac donne lieu à un plan d'alvinage vraiment spécifique. Voilà, on sait qu'il y a des espèces qui marchent et des espèces qui ne marchent pas, donc c'est plus une approche pragmatique en fonction de la profondeur, de la taille du lac, la possibilité ou pas d'avoir des zones de bordure, éventuellement des zones de frais. Une espèce est choisie par rapport à une autre. On considère qu'ils vont passer 2 à 3 ans dans le lac avant éventuellement d'atteindre leur taille dite de capture et d'être exploités par les pêcheurs. David ne s'occupe pas que des lacs d'altitude. Il veille aussi à l'équilibre de la Clarée. Contrairement au lac qu'il faut alviner, la Clarée est naturellement l'une des rivières les plus poissonneuses de France. Avec ses 32 km d'eau limpide, elle fait le bonheur des pêcheurs à la ligne. C'est avec ces derniers que David travaille toute l'année. Une fois par an, les pêcheurs de la Clarée restaurent les adous.
Les adous, ce sont les bras secondaires de la rivière. Objectif de l'opération, élaguer la végétation pour permettre aux poissons de venir s'y abriter. Le point sensible de cet adou, c'était vraiment là, quoi. Un problème de connexion. Il n'était absolument plus connecté avec la clarée. Et à force de faire passer le cheval et cette herse, on est arrivé à baisser le niveau. Et aujourd'hui, il y a une connexion qui se fait dans de bonnes conditions. Non, là, c'est bien connecté. C'est vrai que si à chaque fois qu'on passe, on peut descendre de 10 cm, c'est parfait. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de travailler avec une association qui est spécialisée dans des travaux avec des chevaux. Et ici, on est sur une zone Natura 2000, totalement préservée, et ça nous permet de faire un minimum de dégâts. Venir avec des engins ici, ça laisserait des traces vraiment indélébiles. Pratique écologique, le débardage à cheval est remis au goût du jour. Pas que ça retombe à la flotte. Grâce au travail des bénévoles, l'Adour retrouve peu à peu sa fonction naturelle. Dans ses bras de rivière, il ne gèle jamais. Un refuge idéal pour les truites de la Clarée. Donc là, on est sur un adou qui a été réhabilité il y a quelques années. Et le résultat que l'on veut obtenir, c'est véritablement ça. Voilà, un milieu qui court, de l'eau très très fraîche, de la végétation mais maîtrisée, surtout en berge, et puis surtout une granulométrie vraiment très très propre. Donc ça, c'est le fond naturel de l'adou. Il n'y a pas de sable. On retrouve ces petits graviers, là, cette granulométrie vraiment particulière qui permet aux truites de venir se reproduire. Voilà. Après les avoir nettoyés, les bénévoles vérifient le peuplement des adous. Hop, poisson, poisson. Et ça marche. En quelques minutes, des dizaines de truites apparaissent. Regarde là-bas, derrière. Les alevins, ça y est. Poisson, ça descend encore, ça descend, ça monte, ça descend, il y en a partout. Ces zones, courantes et peu profondes, sont indispensables à la reproduction des truites. On va voir si on peut trouver quelques alevins là, sur la zone de bordure. Et on a véritablement toutes les tailles. Les alevins de l'année qui font 2 ou 3 cm, toutes les sortes de truitelles, de 5 à 12 cm, et on a encore les géniteurs qui sont là, qui occupent les plus beaux postes. Voilà, ça c'est les poissons qui sont nés cette année là. C'est le nursery, voilà. Les informations recueillies aujourd'hui sont de précieux indicateurs de l'évolution de la Clarée. Partout sur les départements, on voit arriver des microcentrales, des barrages de prise d'eau, des aménagements de toutes sortes. Et ces aménagements ont des impacts irréversibles sur les cours d'eau. Ici, on a la chance d'être sur une rivière qui est encore préservée, avec quelques interventions ponctuelles, la préservation de ces adous, et on arrivera à conserver une rivière en état encore pendant des décennies et des décennies. La vallée de la Durance a toujours été une voie de communication essentielle. Depuis l'Antiquité jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi la route des invasions. « 8 h du matin, aéroport de Gap. Amélie est guide du patrimoine. Elle se passionne pour l'architecture militaire de la vallée de la Durance. C'est parti. Déclarant qui t'envoie une 21, je décolle 21. Son avion met le cap vers Briançon et son site Vauban, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous nous, la Durance, là-bas, la vallée de la Clarée, et la haute Durance avec le col du Mont-Genèvre qui passe vraiment dans les montagnes. Au carrefour de 5 vallées et à 14 km de l'Italie,
Briançon, un haut lieu de l'architecture militaire. Bâtie en surplomb de la Durance, c'est également la plus haute ville de France. Briançon, qui est vraiment positionné un carrefour de vallée, est à la fois un lieu de passage mais aussi un carrefour d'influence. Et l'architecture va être influencée aussi par nos voisins italiens, ce qui explique ces façades extrêmement colorées qui donnent un petit air d'Italie à la cité en fait. Briançon possède le système fortifié le plus important d'Europe. Elle le doit à Vauban, le célèbre ingénieur militaire de Louis XIV. Car au XVIIe siècle, les tensions sont vives avec le duché de Savoie. Là, on est vraiment dans le souci de défendre l'une des frontières stratégiques du royaume de France. Donc effectivement, c'est Vauban qui va vraiment lui donner sa physionomie actuelle, avec son tracé si particulier en étoile. Pour rendre la ville imprenable, Vauban l'enserre complètement. Il bâtit même l'église sur le rempart le plus exposé. Et donc on voit bien que la collégiale, qui se dresse là fièrement dans la ville, est posée sur les remparts, tout simplement parce qu'à l'époque, les édifices religieux étaient encore respectés. Et donc Vauban va mettre le cœur de l'église face à l'ennemi pour essayer de le dissuader de tirer dessus. L'enceinte de la ville se déploie sur près de 3 km. Et pour se protéger d'une attaque venue d'en haut, Vauban décide également de fortifier les hauteurs. D'abord, on fortifie la ville, les hauteurs à proximité de la ville qui la menacent, et après, on continue à fortifier les hauteurs qui menacent elles-mêmes les fortifications. Et c'est ce qui explique cette escalade permanente, parce que une fois qu'on va fortifier ces hauteurs, il y a d'autres hauteurs qui vont être sensibles à leur tour, et ainsi de suite. Entre 1713 et 1734, 15 forts vont être érigés par Vauban autour de Briançon. La présence militaire s'amplifie avec une garnison pouvant atteindre 6 000 hommes. Comme l'artillerie évolue et tire de plus en plus loin, eh bien, il va falloir construire des forts de plus en plus hauts pour verrouiller de nouveau les abords de la cité. Ce qui explique en fait qu'à Briançon, on a vraiment cette spécificité d'avoir sous les yeux 3 siècles de fortification en un seul regard en fait. Et c'est ce qui en fait peut-être le système défensif le plus complet, le plus exceptionnel d'Europe. Mais Briançon ne suffit pas à Vauban. En fait, Vauban, il est envoyé donc, à la fin du XVIIe siècle au secours des Alpes, après une attaque des Savoyards et du duc de Savoie dans la région, qui va quand même ravager tout le secteur dans lequel nous nous trouvons. Et donc, à la suite de ça, Louis XIV envoie un peu en urgence son commissaire général des fortifications, qui a pour mission de renforcer, d'inspecter toute la frontière des Alpes pour en améliorer les défenses. La mission de Vauban le conduit à 30 km au sud de Briançon. Là, il découvre le plateau des 1000 Vents. Un promontoire rocheux qui domine les vallées de la Durance et du Guil. En 1693, c'est la naissance de Mont-Dauphin. Voilà, donc là on est en train de franchir un premier pont qui permet d'accéder à l'avant-porte. On va longer le corps de garde qui était un poste de surveillance qui permettait de voir ce qui se passait à l'entrée du site. Et là on franchit donc le pont principal qui donne accès à la porte de Briançon. Pont qui était bien sûr un pont-levis qui permettait de barrer le passage en cas d'attaque. Ce village insolite est un témoignage exceptionnel de la vie militaire au XVIIIe siècle. L'originalité de cette place forte, c'est d'allier architecture militaire et civile.
Dauphin, c'est vraiment un lieu très atypique, comme si on était un peu perdu sur une île et qu'on attendait en fait un peu l'ennemi désespérément. En fait, Vauban, quand il construit sur ce plateau des 1000 vents, il va imaginer la réalisation d'un village qui va être aménagé tout simplement pour assurer le moral des troupes en faisant venir les femmes et les enfants des soldats et en y aménageant aussi quelques distractions, avec entre autres des auberges, des maisons closes, pour que les soldats puissent avoir un bon moral et évitent de déserter. Aujourd'hui, 140 personnes habitent à l'année à Mont-Dauphin. Parmi elles, Emmanuel Borel. Il veut nous montrer un système révolutionnaire à l'époque de Vauban. Alors là, on est dans le tunnel en fait, qui accède à la lunette d'Arçon. Un petit bastion avancé. La lunette d'Arçon est un dispositif rare et ingénieux. Relié au rempart, il permet d'épier l'ennemi sans être vu. Quand on était gamin, on venait jouer à se faire peur surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Avec cette ambiance un petit peu, on va dire un petit peu lugubre quand même, et ben on s'amusait beaucoup. Et voilà, dans la lunette. Vous voyez, il y a des meurtrières de partout pour pouvoir se défendre sans être exposé aux boulets de canon, au plomb de mousquet. Depuis la lunette d'Arçon, les soldats guettaient l'ennemi dans la vallée de la Durance. Du sud, ils redoutaient l'arrivée des pillards provençaux. Et du nord, les troupes du duc de Savoie. Pour faire revivre cette place forte, un jardin historique a été créé sur les ruines de la maison du gouverneur. Depuis un an, Emmanuel fait découvrir les plantes médicinales qu'utilisaient les soldats du temps de Vauban. Cette plante, c'est de l'Hypericum perforatum, donc le millepertuis. Et ça soigne tous les maux qui sont liés aux brûlures, aux coups de soleil. Toutes ces plantes portent des noms évocateurs. Alors celle-ci, on l'a appelée l'herbe au soldat, on l'a appelée l'herbe au charpentier, on l'appelle aussi saigne-nez. Et en fait, elle coupe les saignements, si bien qu'elle a été utilisée dans toutes les guerres par nos soldats. Il n'y avait pas d'autres médicaments à l'époque, pas de pharmacie. La seule pharmacie, c'était la nature, c'était toutes les officinales. Et c'est ce qu'ils utilisaient depuis la nuit des temps. Ce jardin historique sert de conservatoire des graines oubliées. On y trouve aussi un potager, réplique de celui qui existait à Mont-Dauphin au XVIIIe siècle. Ici, vous retrouvez des fèves de Val-des-Prés, ici des haricots merveilles de Venise, des bastoulas de Presles, des chinés croqués, des haricots qui sont endémiques de nos régions, qui ont pratiquement disparu, qu'on redéveloppe actuellement. Ici, du rutabaga, qui avait disparu tombé dans l'oubli un peu après la Seconde Guerre mondiale. De l'oseille et ici une ancienne variété de blettes à queue rouge. L'objectif, en fait, c'est de reconstituer tout ce qui servait à nourrir une place forte de Vauban à nos jours. On travaille avec des conservatoires, avec des particuliers qui nous donnent des graines anciennes et qu'on redéveloppe pour faire de la graine fraîche pour pas que ces espèces disparaissent. Dans les Hautes-Alpes, les témoignages laissés par Vauban sont nombreux. La vallée du Guil porte également son empreinte. Vauban a lui aussi remonté ce passage historique vers le Queyras, une autre voie en direction de l'Italie. À une vingtaine de kilomètres de la Durance, voici Château Queyras. Au XVIIIe siècle, ce château médiéval est attaqué par le duc de Savoie. Vauban le dote aussitôt de remparts. Regardez là-haut les gars, c'est Château Queyras.
Ah, c'est magnifique. Hein. Au pied de cette citadelle, le Guil a façonné un site naturel remarquable. Aujourd'hui, Alexandre Bessot a invité un petit groupe d'amis. Au programme, une sortie en kayak dans un haut lieu des sports d'eau vive. On est pas bien là? J'avais jamais fait le Guil. C'est pas classe. Alexandre et ses amis naviguent dans les gorges du Guil, qu'on appelle aussi Comte de Queyras. Un défilé de 17 km, inaccessible depuis la route. Un itinéraire que seuls les kayakistes peuvent emprunter. Dans la vallée de la Durance, on a beaucoup de chance parce que la Durance comporte une multitude de confluents. Il s'agit de rivières pour la plupart très techniques, donc elles font le succès touristique des sports de nature. Hein. Moi, j'adore le kayak parce que c'est une façon d'être au milieu de la vallée, donc c'est un point de vue qu'on n'a pas souvent. Avec 500 km de voies navigables, la Durance et ses affluents accueillent des kayakistes de tout niveau. Attendez-moi. Je connais pas cette partie de la vallée, enfin tout du moins dans l'eau, donc... Attention donc, à toi, c'est nickel. attention à toi. Attention aux cailloux là-bas, les copains. Alexandre, lui, connaît sur le bout des doigts chaque recoin de ses rives. On peut voir ici la cascade donc, qui se jette voilà, depuis le plateau de Guillestre dans cette vallée du Guil pour rejoindre ensuite la Durance. Ah ouais, elle est immense. La cascade de Guillestre est une impressionnante chute d'eau de 100 mètres de haut. Elle est alimentée par les canaux agricoles du plateau de Simoust. En face de la cascade, on retrouve une importante concentration de demoiselles coiffées. À droite, l'érosion a sculpté la roche en forme de main. On l'appelle la main du titan. Elle marque la fin du Guil au niveau de Mont-Dauphin. Et voilà, on quitte le Guil et on arrive dans la Durance. On voit bien la différence de couleur là. Hein. C'est bien, il y a vachement plus d'eau dans la Durance du coup. La différence avec la couleur du Guil par rapport à la Durance, c'est qu'on se trouve ici dans une rivière qui transporte beaucoup plus de limon. Et donc le mouvement de l'eau qui soulève le limon mélange en fait le sable à l'eau et donne cette couleur beaucoup plus mate en fait, beaucoup moins claire que dans la rivière torrentielle qui elle est beaucoup plus rocheuse finalement. Voilà. Donc on va généralement trouver des eaux beaucoup plus claires sur les torrents que dans les rivières de fond de vallée. Allez, on continue les amis. La Durance suit une faille géologique majeure. Tout au long de son cours, on peut observer des phénomènes étonnants. Allez, venez. La fontaine pétrifiante de Réautier est l'une de ses curiosités naturelles. Ces étranges draperies de calcaire sont formées par des eaux thermales puisées à plusieurs kilomètres sous terre. Alors ça, c'est vraiment un phénomène naturel qu'on ne voit pas partout. L'eau est passée dans la faille de la Durance et elle est ressurgie dans le coin, juste en amont, là, très forte, chargée en calcite. Et donc cette forte charge de calcaire dans l'eau, en fait, a figé les matériaux environnants pour donner cette forme vraiment bizarre. Et donc on peut la goûter. Il s'agit d'une eau particulièrement chargée en sel. On ne trouve jamais ça dans les Alpes. C'est très rare. C'est salé et calcaire à la fois. Durant l'Antiquité, la fontaine de Réautier faisait déjà l'objet d'offrandes. Alors à l'époque, les anciens, ils venaient, ils avaient des paniers d'osier
Et il venait les déposer voilà, sous la petite chute d'eau là. Et en fait, il le récupérait 1 an plus tard. Et c'était plus de l'osier, c'était un panier de pierre. Voilà, donc il se faisait des paniers de calcaire comme ça. D'où la fontaine pétrifiante. On aurait sorti la film fantastique. Cette sculpture de calcaire grandit de quelques millimètres chaque année. Elle s'est cassée à plusieurs reprises, mais le temps et l'eau l'ont reconstruite chaque fois. Dans les Hautes-Alpes, la Durance fait et défait son lit au gré des crues. C'est un terrain super changeant, particulièrement en période de crue. Les crues qui viennent déposer en fait des tonnes et des tonnes de cailloux qui viennent se répartir par-ci par-là et donc prendre des chemins différents finalement. Donc là, il faut s'imaginer qu'en période de crue, on pourrait avoir facilement ça d'eau en plus, quoi, la hauteur de ma pagaie. Voilà. Donc il faut se rendre compte de la force que ça représente, quoi. On part à droite? Ah non! Nos passionnés de kayak s'élancent maintenant à l'assaut des vagues. Tout comme le faisaient autrefois les râteliers de la Durance. Ces marchands livraient le bois de la région aux grandes villes de la Méditerranée. Pour rejoindre le Rhône, ils se servaient uniquement de la force de la Durance. Habiter dans les Hautes-Alpes, c'est prendre le temps de profiter de la vie. Profiter du paysage et du soleil qu'on a tous les jours, ou au moins 300 jours par an. C'est vrai que notre moyen de se dépenser ou de se divertir, c'est le sport de nature. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se détend et qu'on sort entre copains. L'hiver, on prend les planches de ski, l'été, on prend notre kayak ou les chaussons d'escalade. Voilà, c'est ça notre cinéma à nous. Et il faut dire que le film est sympa. Le voyage d'Alexandre et de ses amis se termine à Embrun, à quelques kilomètres du lac de Serre-Ponçon. Sur la rive gauche du lac se dresse le château de Picontal. Bâti au XIe siècle, son histoire est étroitement liée à la Durance. À l'époque, les seigneurs d'Embrun régnaient en maître sur cette partie de la rivière. Jacques et Charonne ont transformé cette forteresse en maison d'hôtes. Nous sommes dans la partie la plus ancienne du château ici. Alors on appelle ça la tour Boniface, parce que c'était Boniface d'Embrun qui l'a construite. C'était une tour de guet d'origine. Tour de guet toute seule qui surveillait la vallée de la Durance. Il n'y avait pas encore le lac a seulement 53 ans. Donc ça surveillait la vallée de la Durance. Typiquement, les tours de guet au rez-de-chaussée, c'est là où ils stockaient les vivres. Au premier étage, comme ici, ça c'était l'habitation. Et au-dessus, il y avait une plateforme pour pouvoir guetter la vallée. La tour Boniface, c'est l'ancien poste d'observation des guetteurs. Derrière les créneaux, ces derniers pouvaient surveiller le passage de la Durance. Au fil des siècles, la tour de guet est remaniée. Le château de Picontal devient la résidence des seigneurs d'Embrun. Je me souviens très bien de la première rencontre avec ce château. L'extérieur m'a séduit tout de suite. C'était l'intérieur qui me faisait un peu peur, parce qu'il y avait tellement de choses à faire. C'était un peu difficile d'imaginer où, déjà, il fallait commencer. Il y avait tellement de choses à faire. Pour lui rendre son aspect d'origine, il faut entièrement restaurer la bâtisse, qui n'avait pas connu de travaux depuis 1900.
Le chantier a duré 6 ans et leur a réservé une magnifique surprise. On adore cette pièce, surtout pour sa boiserie. Dans le salon d'honneur, le parquet est du 19e siècle, en noyer et poirier. Tout comme les soubassements. Sharon et Jacques ont également restauré le plafond à la française. C'est vraiment important de conserver ces boiseries. Non seulement parce que les boiseries sont tellement belles, mais aussi parce que le bois était une ressource très très importante dans la vallée. Pendant les travaux de restauration, Sharon et Jacques font une découverte étonnante. Le journal d'un menuisier des Hautes-Alpes, rédigé en 1880, sur les lattes du parquet. Heureux mortel, quand tu m'humilieras, je ne serai plus. Sois plus sage que moi, de 19 à 25 ans, ne vivant que d'amour et d'eau de vie, dépensant beaucoup et faisant peu. Ménétrier que j'étais. Un témoignage émouvant qui évoque la vie quotidienne sur les rives de la Durance. Il y avait 80 morceaux de cale de bois et sur chaque morceau, le menuisier de l'époque, il a écrit son histoire. Il y a 6 mois que l'on a commencé à démolir les remparts d'Embrun pour faire passer la voie ferrée. C'est mon père qui a fait le parquet en 1838 pour monsieur Berthe, propriétaire à l'époque. 22 ans de travail et pas un sou à la poche, gagnant 4 francs par jour et en dépensant 3. Ce monsieur, qui s'appelait Joachim Martin, il a écrit entre 1880 et 81. Il écrivait très bien. Il écrivait un peu comme j'imagine et parlait, donc c'est presque une histoire orale. Alors pour nous, c'est un trésor, même si ce n'est pas un trésor classique, quand on imagine toujours des pièces d'or, quelque chose comme ça. C'est vraiment un trésor. En restaurant son château, Sharon est tombée amoureuse de la vallée de la Durance. Direction, la forêt de Boscodon. L'une des 16 forêts d'exception que compte la France. Sharon s'intéresse au bois le plus recherché, le mélèze. Et des gratins. C'est tout beau. Les tiges, surtout, les tiges sont excellentes. Les tiges. Ah, il y a même des petites... À ses côtés, Laurent Berruyer, fraises des bois. Le cuisinier du château. Là, regardez, il y a tous les mélèzes. Chaque été, il fait découvrir à Sharon des saveurs inattendues. C'est fin, hein? C'est excellent. Petit goût d'oseille, de citron. Ouais. Et puis derrière, la résine. Plus l'aiguille est jeune, au printemps, plus on a ce goût de résine ambrée et ce petit goût de citron qui ressort, qui est particulier. On a ce côté souple et fondant en bouche, qui va se marier à merveille, bien sûr, avec la truite, mais aussi également avec la fraise. Les aiguilles du mélèze produisent naturellement une substance sucrée que l'on appelle manne de Briançon. Cette liqueur providentielle était autrefois rangée parmi les 7 merveilles du Dauphiné. Historiquement, c'était surtout pour faire des bouillons, où les anciens aussi également entaillaient l'arbre pour faire, on pourra dire, une espèce de mastic, permettant soit de colmater les bâtiments, soit tout simplement de faire le chewing-gum, entre guillemets, des Alpes. On va pouvoir faire un bouillon extraordinaire. La récolte du mélèze est terminée. Sharon et Laurent continuent leur tournée des saveurs au fil de la Durance. On trouve tout au long de la Durance. On peut trouver la truite, on peut trouver la vigne, on peut trouver des potagers tout le long de la Durance. Plein de choses, plein de choses. La plaine de la Durance est riche. Dans la haute vallée de la Durance, les vignes et les vergers s'étendent tout au long des berges. Dans le village de Théus, on produit du vin depuis le Moyen-Âge. Mais au début du XXe siècle, la maladie du phylloxéra a détruit une grande partie du vignoble. C'est ma première fois ici. L'originalité de ces vignes, c'est de pousser à 600 mètres d'altitude. On vous dérange pas? Non.
Sharon et Laurent ont rendez-vous avec Marc Allemand et sa fille Laetitia. Là, ça fait quelques jours que la véraison a commencé, c'est-à-dire que les baies changent de couleur. Et déjà, on peut voir un petit peu la maturité. Marc a été le premier à réhabiliter le Mollard, le cépage endémique des Hautes-Alpes. Voilà, on la met dans le panier. Ouais, le Mollard, c'est un très très vieux cépage. C'est le cépage alpin et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Il est ici et pas plus. Ce cépage était en train de disparaître. J'ai entrepris une sauvegarde. Et il est en train de renaître. Ce vignoble rustique a connu son âge d'or au XVIIIe siècle. Tout au long de la Durance, on retrouve de la vigne. Alors, à certaines époques, il y en avait beaucoup plus. Les moyens de transport étaient limités, donc tous ceux qui pouvaient produisaient du vin. Et puis il y avait aussi une chose, dans les Hautes-Alpes, sur les forts en haut, notamment les fortifications Vauban, etc., il y avait des garnisons. Et les garnisons, il fallait bien entretenir le moral des garnisons. Aujourd'hui, le Mollard a retrouvé sa place dans le catalogue français des cépages. Les saveurs sont déjà prononcées. Pour des réalisations d'étouffées d'agneau, ça va être subtil. On va avoir des saveurs avec des contrastes et des mélanges goûteux. Avant de repartir au château, Sharon et Laurent sont invités au domaine pour une dégustation. Alors à votre visite. Ouais. Il est parfait. Sublime. Je sens la cerise. On a l'impression d'avoir quelque chose de rare, donc quelque chose de précieux, quelque chose qu'on a envie après de faire partager, éventuellement de réinventer différemment, mais il y a ce côté tradition qui est très fort, très important, je pense, dans toute cette vallée de la Durance, on sent ça très fort. Retour au château de Picontal. Aujourd'hui, Laurent fait découvrir à ses stagiaires la recette du confit de mélèze. Vous sentez l'odeur? Oui, c'est bon. On sent bien les odeurs de résine. Alors on élimine les petites branchettes, voilà, qui ne nous servent plus à rien. Hein. Les substances maintenant sont sorties. Vous n'avez jamais mangé des arbres? Moi je suis de la région, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, tout simplement. À utiliser des ingrédients qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on n'utiliserait pas de la même façon. Pour la réalisation, vous avez une quantité de liquide et on met la même quantité en miel. Voilà, si possible, du miel de toute fleur. Vous avez les petites cuillères qui sont juste derrière là. Et vous goûtez. Alors, vous allez sentir l'acidité, l'acidité et la résine. Alors c'est sûr, c'est pas le printemps, hein, donc on a une acidité qui est relative, mais elle y est, elle existe. C'est très très bon. Oui. Ouais. C'est bon, hein? C'est bon. Au menu du château ce soir, truite de la Clarée au confit de mélèze.